la une de l'actualité, le Malawi a célébré le 54e anniversaire de son indépendance ce vendredi avec un appel du président à ce que tous les Malawites travaillent ensemble au développement de leur pays. Au Nigeria, le président du Sénat, Bukola Saraki, poursuivi depuis 3 ans, a été définitivement acquitté de corruption ce vendredi. Enfin, génocide rwandais, 2 ex-maires jugés en France ont vu ce vendredi leur condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité confirmée en appel. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. Le Malawi a célébré le 54e anniversaire de son indépendance avec un appel à l'unité du président. C'était ce vendredi. Plus de précisions à travers ce reportage. C'est avec un appel à l'unité du président Peter Mutharika que le Malawi a célébré ce vendredi le 54e anniversaire de son indépendance. Nous pouvons différer dans les partis politiques dont nous venons. Mais nous ne sommes pas différents du fait que nous sommes tous des Malawites. Ce pays nous appartient à tous et nous appartenons tous à ce pays. Et c'est le pays que nous avons. Nous n'aurions jamais un autre pays. Et je veux que nous soyons fiers de notre pays et que nous l'aimions. Soyons fiers de notre nation. Soyons donc fiers de nous-mêmes. Apprenons à penser positivement et à voir grand en tant que nation. Dans le cadre de ce 54e anniversaire, le conseil municipal de Lilongwe a organisé un service commémoratif en l'honneur des 8 personnes décédées dans des bousculades au stade national de Bingu lors des célébrations de l'indépendance le 7 juillet 2017. Nous nous souvenons de nos enfants. Nous nous souvenons de nos collègues, de nos frères et sœurs qui ont perdu la vie dans ce lieu même, Père Céleste. Nous nous souvenons d'eux aujourd'hui. Que le Seigneur ait pitié d'eux. Que tu sois avec eux, Père, et que leurs âmes reposent en paix éternelle. Le président du Malawi, Peter Mutharika, a présenté ses condoléances et promis que son gouvernement fera tout ce qu'il peut pour aider les familles endeuillées. Au Zimbabwe, les habitants des zones rurales espèrent voir des élections libres et équitables, et ce, lorsque le pays se rendra aux urnes le 30 juillet prochain pour la première fois depuis la démission forcée de Robert Mugabe. Nous voulons des élections libres et équitables parce que nous avons besoin de la création d'emplois dans notre pays, mais aussi de bonnes infrastructures. Le président Emerson a apporté la paix aux gens pour qu'ils puissent faire campagne librement sans que personne ne les dérange. Et la sécurité est suffisante. Il protège les gens quand ils font campagne. C'est important. Ce que nous voulons, nous avons besoin de notre monnaie d'abord, afin que le pays puisse croître. Et de l'industrie, pour que les jeunes puissent travailler dans l'industrie. Ils trouvent de l'emploi là-bas. Et après ça, nous qui sommes agriculteurs, nous avons besoin d'argent. La Cour suprême du Nigeria a levé ce vendredi de tout soupçon de corruption. Le président du Sénat, cette décision met fin à ce qu'il avait toujours assuré être un coup politique monté contre sa personne. Ouf de soulagement pour le président du Sénat nigérien. Bukola Saraki était poursuivi depuis 3 années, accusé d'avoir menti sur sa déclaration de patrimoine alors qu'il était gouverneur de l'État de Kwara. L'affaire remonte entre 2003 et 2011. En juin, la Cour avait jugé que les preuves apportées n'étaient pas suffisantes, mais l'Agence contre la corruption et les crimes financiers avait fait appel. Lors de l'audience de vendredi à la Cour suprême, les 5 juges ont, à l'unanimité, donné raison au président du Sénat. Cette décision judiciaire arrive au lendemain de la formation d'une division dissidente au sein de l'APC, le RAPC.
Bien que Saraki n'ait pas officiellement rejoint le mouvement pour l'instant, il fait partie des voix les plus contestataires contre le président Boari, qui a annoncé vouloir être candidat à sa propre succession en février 2019. En effet, Saraki a rejoint le parti du All Progressive Congress, APC, avant les dernières élections qui ont porté au pouvoir Muhammadu Buhari. Mais il s'est heurté très tôt au chef de parti qui ne voulait pas qu'il soit président du Sénat. Saraki, qui est pressenti pour rejoindre le mouvement dissident et se porter candidat à la présidentielle contre Buhari, a déclaré que son procès était politiquement motivé, inventé de toutes pièces. Ce journal se poursuit. L'armée congolaise a annoncé ce samedi que des affrontements avec des rebelles ougandais de forces démocratiques alliées ADF étaient en cours dans la périphérie de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, et ce, après une attaque de ces positions dans la nuit de vendredi à samedi. Selon le capitaine Marc Azoukai, porte-parole de l'armée dans cette région, le bilan sera donné à la fin des opérations. Il ajoute par ailleurs que les affrontements se font aux armes lourdes et légères. Les derniers affrontements entre l'armée congolaise et des ADF remontent à fin mai, ayant fait 5 morts parmi les militaires congolais et 14 rebelles ougandais tués. Depuis, une relative accalmie avait été enregistrée pendant tout le mois de juin. Nous reviendrons plus amplement sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Je le disais en titre, 2 anciens bourgmestres rwandais ont vu ce vendredi leur condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité confirmée en appel par la justice française, et ce pour leur participation au génocide des Tutsis dans leur village de Kabarondo, dans l'est du Rwanda, en avril 1994. À l'issue de 2 mois d'un procès filmé pour l'histoire devant la cour d'assises de Paris, Octavien Ngezi, 60 ans, et Tito Baraira, 67 ans, ont été jugés coupables de crimes contre l'humanité et génocide, et ce pour une pratique massive et systématique d'exécution sommaire en application d'un plan concerté tendant à la destruction du groupe ethnique Tutsi. Le verdict a été accueilli dans un pesant silence. Les 2 anciens bourgmestres sont restés stoïques, vite entourés par leurs avocats. Ils ont 5 jours pour former un éventuel pouvoir en cassation. De cet appel, on espère de la justice française qu'elle soit indépendante, qu'elle reste indépendante dans ce sens, et qu'elle regarde réellement ce qu'a été mon père, ce qu'a fait mon père dans le cadre de la guerre et du génocide qu'il y a eu, et non pas le flou qu'on vient mettre tout autour de ces procès qui sont éminemment politiques. Donc, oui, en réalité, c'est un procès qui recommence à zéro, puisque ce sont de nouveaux jurés, de nouveaux magistrats. En fait, nous, on n'a qu'une attente, c'est que le verdict de première instance soit confirmé dans 2 mois, à la fin du procès. On ne comprendrait pas qu'on prononce un verdict différent. Pour rappel, l'accusation avait désigné les accusés comme des artisans de la mort, ayant pleine autorité dans leur village, des rouages essentiels du génocide dans leur commune de Kabarondo. Mais les 2 hommes, qui se sont succédés à la tête de la commune de 1976 à 1994, ont nié jusqu'au bout toute participation aux tueries de Kabarondo, où le pire des massacres eut lieu le 13 avril à l'église. Naufrage au large de la station balnéaire de Phuket dans le sud de la Thaïlande. Les autorités ont annoncé ce vendredi avoir récupéré les corps d'au moins 37 personnes qui y ont perdu la vie. Près d'une vingtaine sont portés disparus. Le bateau transportait des touristes dont de nombreux Chinois. Les détails. Les corps de 37 personnes mortes dans le naufrage d'un bateau transportant des touristes, majoritairement chinois, au large de la station balnéaire de Phuket dans le sud de la Thaïlande, ont été récupérés. En effet, le bateau de plongée a été pris dans une tempête jeudi avec des vagues de 5 mètres de haut. Les victimes rentraient d'une journée d'excursion au départ de Phuket. En plus de 28 corps premièrement récupérés, des plongeurs ont également vu plus de 10 corps flottant à l'intérieur de l'épave. Cette dernière se trouve, selon la marine thaïlandaise, à 40 mètres de profondeur.
Le bateau transportait au total 105 passagers. Il avait ignoré un avis de tempête, alors qu'en cette saison de mousson, la mer d'Andaman est tumultueuse. Le bilan de ce naufrage en fait un des pires dans l'histoire récente de la Thaïlande. Le numéro 2 de la junte thaïlandaise, Prawit Wongsuwon, a ordonné l'ouverture d'une enquête sur les raisons pour lesquelles le bateau a pris la mer malgré l'avis de tempête émis depuis mercredi. La Thaïlande fait par ailleurs l'objet de l'attention des médias internationaux pour le sauvetage spectaculaire en cours de 12 enfants et de leur entraîneur de football piégés depuis 13 jours dans une grotte inondée dans le nord de la Thaïlande. Dossier de 12 enfants et leur entraîneur de foot coincés dans une grotte inondée en Thaïlande depuis 13 jours. L'étau se resserre. Les secouristes ont pour la première fois évoqué ce vendredi disposer désormais d'un temps limité pour les sortir. La sortie médiatique du chef des commandos de marine vendredi a situé l'opinion publique sur l'ampleur des risques et par conséquent la gravité de la situation dans laquelle se trouvent 12 enfants, leur entraîneur de foot et les sauveteurs piégés dans une grotte en Thaïlande. Au début, nous pensions que les enfants pourraient rester plus longtemps, mais la situation a changé. Le temps est désormais limité. Notre plan est d'aller où sont les garçons. Nous devons changer les bouteilles d'oxygène de temps en temps. Un plongeur doit emporter avec lui au moins 3 bouteilles. Quand il n'y a plus d'oxygène, ils doivent changer les bouteilles de temps en temps. Il n'y a pas de problème à l'aller, mais la difficulté arrive quand ils doivent l'utiliser sur le retour. Cette annonce survient quelques heures après la mort d'un secouriste thaïlandais qui venait d'approvisionner les enfants en oxygène. Cet ancien membre des commandos de marine thaïlandais a perdu conscience sur le chemin du retour. Son compagnon de plongée a essayé de l'aider et de le ramener en vain. À ma connaissance, les conditions sont très dures dans la grotte. La visibilité est mauvaise et c'est dangereux pour les plongeurs les plus expérimentés. Un ancien membre des commandos de la marine est mort. Cela en dit long. Ils sont confiants. Mais il y a une décision cruciale à prendre et personne ne veut la prendre. C'est très risqué. Il faut se rendre compte qu'un ancien membre des commandos de la marine est mort la nuit dernière. Donc, vous imaginez pour un enfant de 12 ans? Une sortie précipitée est le plan d'urgence que les autorités souhaitaient éviter jusqu'ici. La mort de ce secouriste vendredi porte un coup dur au moral des centaines de sauveteurs mobilisés, dont de nombreux étrangers australiens ou britanniques. Du sport pour finir cette édition. Au Brésil, les supporters sont déçus après leur défaite 2-1 contre la Belgique et la fin de leur parcours en Coupe du Monde. On les suit. Ils n'ont commencé à jouer qu'en deuxième mi-temps et ils ne pouvaient alors plus gagner. Ils ont fait joujou avec la balle. Ce n'était pas une sortie scolaire. Il fallait jouer tout ou rien. Neymar, il tombe. Et il ne fait confiance qu'à Neymar alors qu'il y a tant de joueurs meilleurs que Neymar. Aucune substitution n'a été faite pour Neymar à quelque moment que ce soit. Neymar continue à faire des erreurs et il le regarde faire. Je pense que le Brésil était trop relax. Les joueurs auraient dû courir plus pour être vraiment sur la balle. Ils étaient très lents et au final, ils ont perdu parce qu'ils étaient trop inquiets. C'était un grand match. Le Brésil a donné son maximum, mais la Belgique était plus forte et leur gardien de but était sensationnel. Et donc, malheureusement, ça n'a pas marché pour le Brésil cette fois. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette déception des supporters brésiliens que prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi et passez un excellent week-end en compagnie des programmes de Sika TV.